Chapitre 25. Les gens de la route. Bella semblait avancer paisiblement sous la lumière d'un soleil palichon. Épiant elle aussi les loups, elle se retournait parfois sur sa selle pour sonder le paysage. Perrine aurait mis sa tête à couper qu'elle tentait de localiser le reste de la horde. Quand il émit cette hypothèse, la jeune fille se défendit bec et ongles, affirmant n'avoir absolument pas peur des loups. Ceux qu'elle voyait comme ceux qui se dissimulaient. Après cette vibrante dénégation, elle recommença son manège, songeant très peu souvent à regarder où sa monture mettait les sabots. Les autres loups étaient loin derrière. Perrine aurait pu le lui dire sans se tromper. Mais à quoi bon si elle me croit ? Surtout si elle me croit, en un sens. Tant qu'il n'y serait pas obligé, le jeune homme refusait de s'appesantir sur ce sujet. Comment savait-il pour les loups ? Eh bien, il préférait que la question reste dans le vague. Elias ouvrait la marche, évoquant parfois un loup géant prêt à bondir à la moindre menace. Sans avoir besoin de les regarder, il semblait toujours connaître la position de Tacheté et des deux autres bêtes. À l'aube, quand il s'était réveillé, les deux jeunes gens de Champ d'Edmond avaient découvert Elias en plein travail. Faisant rôtir d'autres lapins, il avait accordé un regard morose à ses deux invités. À part Tacheté, Vent et Tire-d'aile, aucun loup ne montrait le bout de son museau. Sitôt le matin, tout ce qui se trouvait au pied du grand chêne restait plongé dans la pénombre. Plus loin, les autres arbres dénudés évoquaient des doigts squelettiques. « Ils ne sont pas loin », avait répondu Elias quand Egwene s'était aventuré à demander où étaient les autres membres de la meute. « En tout cas, assez près pour nous aider en cas de besoin. Mais pas trop près, pour ne pas être mêlés à nos problèmes d'humains. Dès que deux d'entre nous se fréquentent, il faut toujours que ça finisse mal. Mais ne vous inquiétez pas, si nous avons besoin d'eux, ils seront là au moment propice. » Alors qu'il mordait à belles dents dans un râble de lapin, Perrine avait éprouvé une étrange sensation dans un coin de son esprit. Une direction très vaguement perçue. Oui, bien sûr. C'est là qu'il... Le jus de viande chaud avait perdu tout son goût dans la bouche du jeune homme. Il avait voulu essayer les tubercules cuisinés par Elias, une saveur assez proche de celle des navets, mais son appétit était définitivement coupé. Alors que le petit groupe marquait sa première courte pause de la journée, Egwene déclara que tout le monde devrait chevaucher à tour de rôle. Conscient que ça ne servait à rien, l'apprenti forgeron ne tenta pas de discuter. « Donc, » fit Egwene, « j'ai pris le premier tour. Perrine prendra le suivant et Elias viendra ensuite. »« Mes jambes me suffisent amplement, » répondit l'ami des loups. Il regarda Bella, qui roula de grands yeux comme si un prédateur la dévorait des yeux. « D'ailleurs, je crois qu'elle ne veut pas de moi. »« Et quelle absurdité !» s'écria Egwene. « Pourquoi tant d'entêtement ? Il paraît évident que ma proposition est juste. À vous en croire, Elias, il nous reste encore un long chemin à faire. »« J'ai dit non, gamine. » Egwene détesta qu'on la traite ainsi. Alors qu'elle prenait une grande inspiration, Perrine se demanda si elle réussirait à imposer sa volonté à Elias. Puis il s'avisa qu'elle restait étrangement passive, comme si elle ignorait que dire. L'ermite la regardait, ses yeux jaunes de loup brillant intensément, et elle se décomposait, reculant à petits pas, comme si elle redoutait une attaque. Toujours méfiante, elle rejoignit Bella sans tourner le dos à Elias et monta en selle avec une hâte suspecte. Alors que l'ermite passait devant lui, Perrine vit flotter sur ses lèvres un sourire qui ressemblait rudement à un rictus d'un loup. 3 jours durant, ils chevauchèrent de l'aube au crépuscule en s'arrêtant le strict minimum. S'il fustigeait les gens des villes, toujours pressés sans raison, Elias n'était pas du genre à musarder en chemin quand il allait quelque part. Les 3 loups s'étaient fait de plus en plus discrets. Le soir, ils venaient se coucher un moment autour du feu. La journée, en revanche, ils patrouillaient à leur façon,
apparaissant près des cavaliers au moment où ceux-ci s'y attendaient le moins. Mais Perrine savait à tout instant où ils étaient. Qu'ils jouent les éclaireurs ou se chargent au contraire de l'arrière-garde, il le sentait. Pareillement, quand il quittait le terrain de chasse habituel de la meute, il le sentait. Il capta aussi le moment où Tacheté envoyait ses sujets l'attendre en arrière. Parfois, la présence des 3 loups restants s'estompait dans son esprit. Mais il devinait leur retour longtemps avant qu'ils soient de nouveau en vue. Et même lorsqu'ils avançaient dans une forêt si dense que la lumière n'y pénétrait jamais, les 3 prédateurs se déplaçant furtivement dans les broussailles mordorées de l'année précédente, il aurait pu à tout moment tendre un index pour indiquer très précisément leur position. Toujours décontenancé par son nouveau « don », Perrine tenta en vain de se convaincre que son imagination lui jouait des tours. En réalité, il savait, exactement comme Elias. Il essaya de ne pas penser au loup, mais ils s'introduisirent dans sa tête. Il y avait quand même un point positif. Depuis la rencontre avec Elias et la meute, il n'avait plus rêvé de Baal-Zaman. Ses songes, pour autant qu'il s'en souvienne, ressemblaient à ceux qu'il faisait chez lui, avant la terrible nuit de l'hiver. Les rêves normaux d'un jeune homme, à une exception près. Chaque fois, alors qu'il se redressait devant la forge de Maître Luhan pour s'essuyer le front, ou quand il dansait avec des filles du village sur la place verte, ou encore lorsqu'il relevait les yeux d'un livre, confortablement assis près d'une cheminée, Perrine voyait un loup, non loin de lui. Oui, qu'il soit dehors ou sous un toit, voir dans sa chambre son regard tomber sur un loup qui lui tournait le dos. Et immanquablement, même quand il se voyait en train de dîner à la table de maîtresse Luhan, dans les rêves, la logique n'obéissait pas aux mêmes lois que dans la réalité. Il savait que les yeux jaunes du loup guettaient la menace qui pouvait être en train d'approcher. Dans ses fantaisies nocturnes, il en tirait un profond sentiment de sécurité. Une fois réveillé, en revanche, l'étrangeté du rêve lui sautait aux yeux. 3 jours durant, Tacheté, Tire-d'aile et Vent apportèrent régulièrement des lapins et des écureuils aux humains. Elias, lui, se révéla incollable sur les plantes, désignant toutes celles qui étaient comestibles. Dans le pot, Perrine en reconnut fort peu, mais il n'était pas vraiment un homme des bois. Un matin, un lapin déboula pratiquement dessous les sabots de Bella. Avant que Perrine ait pu placer une pierre dans sa fronde, Elias, à 20 pas de distance, cloua l'animal au sol avec son long couteau. Le lendemain, l'ermite abattit un faisan en plein vol, et d'une seule flèche. Indubitablement, l'ordinaire des 2 jeunes gens s'était beaucoup amélioré. Malgré tout, Perrine aurait préféré avoir l'estomac vide et voyager avec d'autres compagnons. Il n'aurait pas juré qu'Egwene partageait son opinion, mais il se serait bien passé des loups, quitte à crever de nouveau de faim. Le 3e jour, en fin d'après-midi, alors qu'ils traversaient une prairie, les voyageurs aperçurent dans le lointain, environ à 1 lieue, un bosquet qui semblait beaucoup plus grand que tout ce qu'ils avaient vu. Tandis que le soleil sombrait à l'horizon occidental, projetant toutes les ombres en oblique sur la droite des voyageurs, le vent se leva soudain et Perrine sentit les loups, assez loin derrière lui, abandonner le dépeçage d'une proie pour se remettre en chemin sans hâte particulière. Il n'avait rien senti ni vu de dangereux, en conclut le jeune homme. Alors qu'Egwene chevauchait Bella, prenant son dernier tour de la journée, il serait bientôt temps de trouver un abri pour la nuit, et le grand bosquet semblait un très bon candidat. Quand les voyageurs atteignirent enfin les arbres, 3 molosses en jaillirent soudain. Aussi grands que les loups et probablement plus lourds, ces chiens aux crocs énormes s'immobilisèrent presque aussitôt après être sortis des ombres. Mais une lueur meurtrière brillait dans leurs yeux, et ils n'étaient qu'à une 30aine de pas des humains. Déjà très énervée par la présence des loups, Bella se cabra et manqua de désarçonner sa cavalière. En un éclair, Perrine s'empara de sa fronde, l'arma et la fit tourner au-dessus de sa tête. Inutile de recourir aux grands moyens en dégainant sa hache. Une bonne pierre dans les côtes forçait n'importe quel cabot, fût-il géant, à déguerpir piteusement. Sans quitter les molosses des yeux, Elias leva une main. « Non, pas de tir pour le moment. »
Perplexe, Perrine laissa néanmoins sa fronde perdre de la vitesse, puis retomber le long de son flanc. Egwene avait réussi à maîtriser Bella, mais elle semblait au moins aussi furieuse et aussi méfiante que sa monture. Les poils hérissés, les oreilles en arrière, les molosses grognaient, produisant un vacarme de tremblements de terre. Elias leva un index à hauteur de son épaule, puis émit un sifflement très aigu qui monta en intensité, comme s'il devait ne jamais s'arrêter. Ravalant leurs grognements, les molosses reculèrent, tournant la tête comme s'ils avaient voulu détaler, mais ne parvenaient pas à le faire. Perrine remarqua qu'ils étaient hypnotisés par le doigt d'Elias. L'ermite baissa la main. En même temps, l'intensité de son sifflement diminua, et les chiens imitèrent ce mouvement descendant jusqu'à ce qu'ils soient couchés dans la poussière, la langue pendante et la queue frétillante. « Vous voyez ?» lança Elias en marchant vers les molosses. « Il n'y a pas besoin d'armes. » Les chiens lui léchèrent leurs mains, soudain dociles comme des corneaux. « Et ils ont l'air méchants, mais c'est du vent. Ils voulaient nous effrayer et il n'y aurait pas eu d'attaque, sauf si nous avions essayé d'entrer dans le bosquet. Mais il n'y a plus aucun danger maintenant. Nous pourrons trouver un site où camper avant qu'il fasse nuit noire. » Se tournant vers Egwene, Perrine vit qu'elle était bouche bée. Une image qui l'incita à refermer vivement la sienne. Tout en caressant les molosses, Elias étudiait attentivement le bosquet. « Il y a des Tuatharan là-dedans, dit-il. Les gens de la route, comme on les appelle. Ou encore des Zingari. »« Des Zingari » s'exclama Perrine. « J'ai toujours rêvé d'en rencontrer. Parfois, ils dressent leur campement à Bac-sur-Tarenne de notre côté de la rivière, mais ils ne s'enfoncent jamais dans notre territoire, d'après ce que je sais. J'ignore pourquoi, cela dit. »« Sans doute parce que les gens de Bac-sur-Tarenne sont aussi fiefs voleurs qu'eux, » lança Egwene. « À la fin, ils doivent se détrousser les uns les autres sans même y penser. Maître Elias, s'il y a des Zingari par ici, ne devrions-nous pas filer ? Il ne faudrait pas qu'ils nous prennent Bella. Je sais que nous n'avons rien de valeur à part elle, mais ça ne les arrêtera pas, parce qu'ils volent tout. »« Y compris les enfants ?» demanda sèchement Elias. « Ils enlèvent les bébés, c'est ça ?» L'ermite cracha sur le sol, la remarque ayant fait mouche. Egwene s'empourpa. Les histoires d'horreur sur les nourrissons existaient bien, mais elles restaient la spécialité de gens comme Senbui ou encore Coplin ou les Kongars. Les autres histoires, en revanche, n'étaient pas exagérées. « Les Zingari me tapent parfois sur les nerfs, mais ils ne volent pas plus que la plupart des gens, et beaucoup moins que certains bandits de ma connaissance. » « Elias, » intervint Perrine, « la nuit ne tardera pas et nous allons devoir camper. Pourquoi pas avec les gens de la route, s'ils nous acceptent ?» Maîtresse Luan possédait une casserole réparée par un Zingaro, un ustensile de cuisine en meilleur état que neuf, dont elle ne se serait séparée pour rien au monde. Maître Luan n'était pas ravi par l'enthousiasme de sa femme, sans doute parce que son honneur professionnel en avait pris un sacré coup. Perrine, lui, voulait en apprendre plus sur ces mystérieux nomades. Mais l'ermite faisait montre de réticence que le jeune homme ne comprenait pas vraiment. « Vous avez une bonne raison de ne pas être d'accord ?» L'ermite fit non de la tête, mais le cœur n'y était toujours pas. « Pourquoi pas, au fond. Mais ne faites surtout pas attention à ce qu'ils disent. Des âneries 9 fois sur 10. Le plus souvent, les gens de la route font tout à la bonne franquette. Mais il peut leur arriver d'accorder une grande importance au protocole. Calquez votre comportement sur le mien. Et ne racontez pas votre vie. Inutile de dévoiler vos secrets au monde entier. » Elias s'enfonça entre les arbres, les 3 chiens sur les talons, tels de braves toutous. Perrine sentit que les loups ralentissaient. Il ne viendrait pas, devina-t-il. Pas par peur des molosses, car il les méprisait plutôt pour avoir renoncé à la liberté afin de pouvoir dormir autour d'un feu, mais parce qu'il tenait à éviter les gens. Comme s'il connaissait le chemin, Elias avançait d'un pas décidé. Bientôt, les roulottes des Zingari apparurent, garées au hasard parmi les chênes et les frênes. Comme tous les villageois de Champ-d'Edmond, Perrine avait entendu une multitude d'histoires sur les gens de la route. Même si c'était le premier qu'il visitait,
leur camp correspondait à ce qu'ils s'attendaient à voir. Les roulottes, de grandes maisons mobiles, étaient peintes de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, plus quelques teintes que Perrine aurait été bien incapable de nommer. Les Zingari vaquaient à leurs occupations, et celles-ci se révélaient très prosaïques. Cuisiner, coudre, s'occuper des enfants, réparer des harnais, mais leur tenue, par bonheur, était à la hauteur de leur réputation. Perrine n'avait jamais vu des vêtements si bariolés. Les vestes, les braies, les robes et les châles tourbillonnaient devant lui, le forçant à plisser les yeux, on eût dit des papillons dans un champ de fleurs sauvages. À 5 ou 6 endroits différents, des hommes jouaient du violon ou de la flûte pour de petits groupes de danseurs qui tourbillonnaient comme des colibris multicolores. Partout, des enfants et des chiens couraient au milieu des feux de cuisson. Les molosses, aussi gros que ceux qui avaient accueilli les voyageurs, se laissaient tirer la queue ou les oreilles et acceptaient même de servir de monture aux gamins. Les 3 chiens qui suivaient Elias le regardaient désormais comme s'il était leur meilleur ami. Perrine n'en fut pas rassurée pour autant. En se dressant à peine sur les pattes de derrière, ces animaux étaient assez grands pour atteindre la gorge d'un homme et la déchiqueter avec leurs crocs. Soudain, la musique s'arrêta. Tous les Zingari, constata Perrine, regardaient les 3 nouveaux venus. Même les enfants et les chiens s'étaient calmés, comme s'ils entendaient mesurer le danger. Dans un silence total, un petit homme aux cheveux gris vint se camper devant Elias, puis le gratifia d'une élégante révérence. Vêtu d'une veste rouge à haut col, de braies bouffantes vertes et de bottes montantes, il releva la tête et déclara « Bienvenue près de nos feux. Connais-tu la chanson ?» Elias s'inclina à son tour, les 2 mains pressées sur la poitrine. « Ton hospitalité me réchauffe le cœur, m'a dit, et vos feux me réchaufferont le cœur. Mais je ne connais pas la chanson. » Dans ce cas, nous continuerons à chercher. Il en fut ainsi, et il en sera encore ainsi, car nous nous souviendrons, nous chercherons, et nous trouverons. L'homme désigna les feux, et reprit la parole d'un ton beaucoup moins solennel. « Le repas est presque prêt. Si vous voulez bien vous joindre à nous. » Cette invitation agissant comme signal, la musique reprit, les enfants recommencèrent à rire et les chiens se laissèrent docilement taquiner. Comme si les invités étaient des amis de longue date, tout le monde s'en retourna à ses occupations. Un peu hésitant, l'homme aux cheveux gris se tourna vers Elias. « Et les autres amis ? Resteront-ils à l'écart ? Tu sais qu'ils effraient nos pauvres chiens. »« Et ils n'approcheront pas Rahan, » dit Elias avec une ombre de mépris. « Tu devrais le savoir après tout ce temps. » Le Zingaro écarta les mains comme pour dire que rien n'était jamais sûr en ce monde. Alors qu'il se détournait pour guider ses invités dans le camp, Egwene sauta à terre et approcha d'Elias. « Vous êtes amis tous les 2 ?» Un Zingaro souriant vint prendre Bella en charge. Non sans hésiter, et sur l'instance muette d'Elias, Egwene lui confia les rênes. « Disons que nous nous connaissons, » répondit l'ermite. « Il s'appelle Madi ?» voulut savoir Perrine. « Non, Rahan. Madi est un titre. Le chercheur. C'est le chef de cette communauté. Si les autres noms vous paraissent étranges, vous pouvez l'appeler le chercheur. Il ne se formalisera pas. » « Que signifie cette histoire de chanson ?» demanda Egwene. « C'est pour ça qu'ils voyagent. Enfin, c'est ce qu'ils prétendent. Ils cherchent une chanson. Elle aurait été perdue au moment de la dislocation du monde. Et s'ils la retrouvent, l'âge des légendes renaîtra, offrant aux hommes un paradis. » Elias regarda autour de lui et ricana. « Ils ne savent même pas de quelle chanson il s'agit. À les en croire, le jour où ils la trouveront, ils la reconnaîtront. Quant à dire comment elle nous apportera le paradis, ça les dépasse. Mais ils cherchent depuis 3000 ans et ils continueront jusqu'à ce que la roue cesse de tourner. » Le petit groupe atteignit le feu de Rahan au milieu du camp. La roulotte du chercheur était peinte en jaune strié de rouge et les rayons de ses grandes roues écarlates alternaient le rouge et le jaune. Une femme aussi grisonnante que Rahan, mais encore rondelette et même boulotte,
sortit de la roulotte et s'immobilisa sur le marchepied, le temps d'ajuster sur ses épaules un châle bleu à franges. Avec son chemisier jaune et sa jupe rouge, chaque couleur aussi brillante l'une que l'autre, la Zingara était une expérience plutôt traumatisante pour les yeux. Perrine en battit des cils et Egwene ne put pas retenir un petit cri de surprise. Quand elle vit que Rahan était accompagné, la femme sauta du marchepied avec un grand sourire. Le chercheur la présenta. C'était Ila, son épouse, qui la dépassait d'une bonne tête. Subjuguée par la Zingara, Perrine oublia très vite les couleurs un rien voyantes de sa tenue. Ila avait une aura maternelle qui lui rappelait maîtresse Alver. Dès son premier sourire, il s'était senti bien accueilli. Elle salua Elias comme s'il était une vieille connaissance, mais avec une retenue qui sembla peiner Rahan. Quand l'ermite eut répondu d'un hochement de tête et d'un quart de sourire, Perrine et Egwene se présentèrent. Ila serra la main du jeune homme avec une sincère chaleur, et elle alla jusqu'à enlacer la jeune fille. « Oh, tu es mignonne à croquer !» s'extasia-t-elle. « Et gelée jusqu'aux os, je suppose. Va t'asseoir près du feu, Egwene. Venez donc tous, le repas est quasiment prêt. » Alors que Perrine et les autres prenaient place, un jeune homme élancé à la tenue verte rayée vint les rejoindre devant le feu. Après avoir donné l'accolade à Rahan et embrassé Ila, il laissa errer son regard sur Elias et les deux jeunes gens de Chandedmont. Du même âge que Perrine, à peu de choses près, il avait une grâce de danseur, même immobile. « Eh bien, Aram !» fit Ila ravi. « On dirait que tu as décidé de dîner avec tes grands-parents pour une fois !» Se penchant pour remuer le ragoût qui mitonnait sur le feu, elle jeta un petit coup d'œil oblique à Egwene. « Je me demande bien pourquoi. » Avec une souplesse d'acrobate, Aram s'assit en tailleur face à la jeune fille de Chandedmont. « Je me nomme Aram, » lui dit-il à voix basse. À l'évidence, il avait oublié la présence des autres convives. « J'attendais impatiemment la première rose du printemps, et voilà que je la trouve autour du feu de camp de mon grand-père. » Perrine attendit la réplique acerbe d'Egwene, mais elle ne vint jamais. Comme hypnotisée, la jeune fille regardait fixement le Zingaro. Perrine examina de plus près le petit-fils de Rahan. De fait, il n'était pas désagréable à regarder, quand on était une fille évidemment. D'ailleurs, il le faisait penser à quelqu'un. Mais oui, bien sûr, Will Alcyn, un garçon de promenade de Deven. Dès qu'il se montrait à Chandedmont, les filles se pâmaient sur son passage. Séducteur invétéré, il les courtisait toutes, réussissant l'exploit de convaincre chacune qu'il était simplement poli avec les autres. « Vos chiens sont très gros », dit soudain Perrine, faisant sursauter son ami. « Et je suis surpris que vous les laissiez jouer avec les enfants. » Le sourire d'Aram s'effaça, mais il revint presque aussitôt, exprimant encore plus d'assurance. « Ils ne vous blesseront pas. Ils font leur numéro pour tenir leurs ennemis à distance et nous prévenir du danger. Mais ils sont dressés en accord avec les principes du paradigme de la feuille. »« Le paradigme de la feuille ?» répéta Egwene. Les yeux rivés dans ceux de la jeune fille, Aram désigna les arbres. « La feuille vit le temps qui lui est alloué et ne lutte pas contre le vent qui l'emporte. Elle ne fait jamais de mal et finit par tomber sur le sol pour nourrir de nouvelles feuilles. Tous les hommes devraient vivre ainsi. Et toutes les femmes. » Egwene rosit très légèrement. « Qu'est-ce que ça veut dire au juste ?» demanda Perrine. Aram le foudroya du regard, mais Rahan consentit à répondre. « Pour résumer, ça signifie qu'aucun homme ne doit faire du mal à un autre homme, pour quelque raison que ce soit. » Rahan se tourna vers Elias. « La violence n'est jamais justifiée. Jamais. »« Et si on vous attaque ?» demanda Perrine. « Si quelqu'un vous frappe, tente de vous détrousser ou essaie de vous tuer. » Rahan soupira, mais pas d'impatience, simplement comme s'il déplorait que le jeune homme ne voit pas ce qui aurait dû lui crever les yeux. « Si un homme me frappait, je lui demanderais pourquoi il agit ainsi. Et s'il continuait, je m'enfuirais, comme face à un voleur ou à un assassin. Qu'il prenne ce qu'il veut, y compris ma vie, plutôt que de me pousser à la violence. En plus de tout, j'espérerais qu'il ne soit pas trop grièvement blessé. »
Mais comment serait-il blessé puisque vous ne vous défendriez pas ? La violence blesse le bourreau autant que la victime, mon garçon. Perrine ne cacha pas son scepticisme. Tu peux couper un arbre avec ta hache, n'est-ce pas ? Le tranchant ferait du mal à l'arbre, mais lui ne souffrirait pas. C'est comme ça que tu vois les choses ? Le bois est tendre comparé à l'acier, mais l'acier s'émousse quand il frappe, et la sève de sa victime finira par le faire rouiller. Quand la hache toute puissante blesse l'arbre sans défense, elle en souffre aussi. Il en va de même avec les hommes. Sauf que c'est l'esprit qui a mal. « Mais ça suffit !» explosa Elias. « Raon, je trouve déjà très grave que tu tentes de convertir les jeunes du village à tes absurdités. D'ailleurs, ça t'attire des ennuis partout où tu passes, pas vrai ? Mais je ne t'ai pas amené ces deux-là pour que tu les embrigades. Laisse tomber !»« Pour te les confier ?» demanda Hila. Elle se pencha, émiettant des herbes dans la casserole. Si sa voix ne tremblait pas, ses mains trahissaient son énervement. « Tu vas leur enseigner ta philosophie ? Tuer ou être tué ? Veux-tu leur offrir le destin qui t'attend ? Crever seul avec des charognards au-dessus de ta tête et tes amis pour grogner de chagrin sur ton cadavre ? » « Du calme, Hila, » dit Raon comme s'il avait déjà entendu tout ça 100 fois. « Je lui ai souhaité la bienvenue dans notre camp, mon épouse. » Hila n'insista pas, mais elle ne fit pas d'excuses, un détail qui n'échappa pas à Perrine. Soutenant le regard d'Elias, elle secoua tristement la tête, puis se leva et alla prendre des couverts et des assiettes dans un coffre rouge fixé au flanc de sa roulotte. « Mon vieil ami, » dit Raon à Elias, « combien de fois devrais-je te répéter que nous n'essayons de convertir personne ? Quand des villageois nous interrogent, nous leur répondons, c'est tout. Les jeunes posent plus de questions que les vieux, c'est vrai, et il arrive que certains partent sur la route avec nous, mais c'est de leur plein gré. » Essaie de dire ça à une fermière dont le fils ou la fille vient de filer avec les Zingari. C'est pour ça qu'on vous laisse pas camper à proximité des villes. Les villageois ont besoin de vous pour réparer des tas d'objets, mais les citadins s'en fichent, et ils n'aiment pas que vous incitiez leurs enfants à fuguer. Je ne sais pas pourquoi on ne veut pas de nous aux abords des villes, dit Raon, sa patience semblant inépuisable. Visiblement, il vivait selon les préceptes qu'il prônait. Mais à l'intérieur, il y a toujours des hommes très violents. Franchement, je doute que nous puissions trouver la chanson dans une cité. « Chercheur, » dit Perrine, « je ne voudrais surtout pas t'offenser, mais... Eh bien, je n'aime pas la violence. Et je ne me bats jamais, sauf dans les concours de lutte, les jours de fête. Mais si on me frappe, je riposte. Sinon, mon adversaire risque de penser qu'il peut me rouer de coups quand ça lui chante. Certains individus cherchent à dominer les autres, et si on les laisse faire, ils martyrisent les faibles. Il y a effectivement des gens, fit Aram avec une grande tristesse, qui ne réussissent jamais à dominer leur instinct primo. Le regard qu'il jeta à Perrine dissipa tous les doutes. Il ne voulait pas parler des brutes que le jeune homme venait d'évoquer. Et il y a d'autres individus qui risquent de devoir détaler d'ici peu, grogna Perrine. Le visage du jeune Zingaro se ferma. Une expression qui n'avait rien à voir avec la fraternité universelle du paradigme de la feuille. « Moi, » intervint Egwene en foudroyant son ami du regard, « je trouve intéressant de rencontrer quelqu'un qui ne se fie pas à ses muscles pour résoudre tous les problèmes. » Aram se ressaisit. De nouveau souriant, il se leva et offrit son bras à la jeune fille. « Si je te faisais visiter le camp, on pourra même danser. » « Voilà qui me plairait beaucoup. » Hila se redressa aussi et alla sortir des miches de pain d'un petit four en fer portable. « Aram, le repas est prêt. Je dînerai avec ma mère, » lança le jeune Zingaro en aidant Egwene à se relever. Alors qu'il s'éloignait, il ajouta « Nous dînerons tous les deux avec ma mère. » Il gratifia Perrine d'un sourire triomphal et la jeune fille éclata de rire. Perrine fit mine de se lever, mais il se ravisa. Que risquait Egwene ? Rien si tous les Zingari se conformaient au fameux paradigme de la feuille. Se tournant vers Raon et Hila, tous deux fort mécontents de leur petit-fils, il voulut s'excuser.
Je n'aurais pas dû, désolé. Un invité est censé... Ne dis pas de bêtises, fit Hila. Ce n'est pas de ta faute, mais la sienne. Ah, assieds-toi et mange. Aram est un jeune homme très perturbé, expliqua Rahan. Un bon garçon, mais, parfois, il a du mal à vivre selon le paradigme de la feuille. Il n'est pas le seul, j'en ai peur. Maintenant, détendez-vous et faites comme si ce feu était le vôtre. Toujours mal à l'aise, Perrine s'installa aussi confortablement que possible. Qu'arrive-t-il aux gens qui ne parviennent pas à obéir au paradigme ? Demanda-t-il, quand ce sont des Ingari, je veux dire. Rahan et Hila échangèrent un regard inquiet. « Ils nous quittent, » répondit le chercheur. « Les égarés s'installent dans les villages qui veulent bien d'eux. » Hila regarda dans la direction où son petit-fils venait de disparaître. « Ah, les égarés ne peuvent pas être heureux, » soupira-t-elle. Sans céder à sa mélancolie, elle entreprit de distribuer les couverts et les assiettes. Baissant les yeux, Perrine regretta d'avoir posé cette question. Alors que plus personne n'osait parler, Hila remplit les assiettes d'une énorme portion de ragoût de légumes. Puis elle donna à chacun des convives une tranche de son pain délicieusement croustillant. Le plat étant délicieux, Perrine engloutit 3 assiettes avant de devoir rendre les armes. Elias, nota-t-il en souriant, réussit à en vider une de plus. Après le dîner, Rahan entreprit de bourrer sa pipe. Elias sortit la sienne et accepta la tabatière en peau goudronnée que lui tendit le zingaro. Lorsque la cérémonie compliquée de l'embrasement du tabac fut accomplie, les 2 hommes se penchèrent légèrement en arrière, le menton un peu relevé. Histoire de se détendre aussi, il a pris une pelote de laine et des aiguilles. À l'ouest, le soleil finissait de sombrer derrière les arbres. Si le camp était désormais prêt pour la nuit, il y régnait toujours un joyeux vacarme. De nouveaux musiciens étaient venus relever leurs collègues et une multitude de gens dansaient désormais à la lumière des feux. Quelque part dans le camp, un chœur de voix masculine entonna une chanson. Se laissant glisser sur le sol, Perrine ne tarda pas à somnoler. « Elias, » dit Rahan, brisant le silence. « As-tu séjourné chez des Tuathahan depuis le printemps dernier ? Ou tu étais avec nous ? » ?»« Non. Tu sais que je n'aime pas les foules. » »« Surtout quand elles vivent d'une façon si différente de la tienne, pas vrai ? » ?»« Non, mon vieil ami, ne t'inquiète pas. Voilà des années que je n'essaie plus de te faire adopter mes convictions. Mais, depuis notre dernière rencontre, j'ai entendu une histoire qui pourrait t'intéresser si tu ne la connais pas. On me la raconte chaque fois que je rencontre d'autres clans de Zingari, et je la trouve toujours aussi fascinante. Je t'écoute. Eh bien, ça commence au printemps, il y a 2 ans. Alors qu'un de nos clans traversait le désert par la route du nord. Perrine sortit en sursaut de son hébétude. « Le désert ? Vous voulez dire le désert des Aïels ? C'est lui que ce clan traversait ?»« Certaines personnes peuvent y voyager sans risque, » dit Elias. « Les trouvères, les colporteurs, s'ils sont honnêtes, et les gens de la route. Les marchands de Kérien avaient aussi ce droit, avant l'arbre et la guerre des Aïels. »« Les Aïels nous évitent, » dit Rahan sincèrement peiné. Beaucoup d'entre nous ont essayé de leur parler, sans résultat. Ils nous regardent de loin et ne nous laissent jamais approcher. Parfois, je me demande s'ils connaissent la chanson. C'est improbable, mais dans ce peuple, les hommes ne chantent pas. Étrange, non ? Dès qu'un garçon devient adulte, il n'a plus le droit de chanter, à part des marches guerrières et leurs fameux chants funèbres réservés aux combattants. Je les ai entendus honorer ainsi leurs morts et les adversaires qu'ils venaient d'abattre. Ce chant fait pleurer les pierres. C'est moi qui vous le dis. Sans lever les yeux de son tricot, Hila approuva gravement. Perrine dut réviser son jugement sur les Ingari. Avec leur propension à s'enfuir, dont il ne faisait pas mystère, il les avait pris pour des froussards. Rien de plus, ni de moins. Mais pour voyager dans le désert des Aïels, il fallait ignorer jusqu'à l'existence du mot peur. D'après ce qu'on disait, aucun être humain sain d'esprit ne se serait lancé dans cette expédition.
Si c'est encore une histoire de chanson, fit Elias agacé. Non, non, mon ami. Il ne s'agit pas d'une chanson. Cela dit, je ne suis pas sûr de savoir exactement ce que c'est. Raon se tourna vers Perrine. Les Eyels s'aventurent souvent dans la flétrissure. Certains jeunes hommes partent seuls, convaincus pour une raison qui me dépasse qu'ils ont mission de tuer le ténébreux. En général, cependant, ils se déplacent par petits groupes pour chasser les Trollocs. La violence. Toujours la violence. Il y a 2 ans, un clan de Zingari qui traversait le désert a trouvé un de ces groupes à environ 30 lieues au sud de la flétrissure. « Des jeunes filles », dit Hila aussi mélancolique que son mari. « Presque des fillettes !» Perrine eut un petit cri de surprise, et Elias le gratifia d'un sourire un rien supérieur. « Les Eyels ne sont pas obligés de cuisiner ou de faire le ménage, mon garçon. Si le destin des armes les tente, il leur suffit de joindre un ordre de guerrières. Le phare d'Areis Maï, l'ordre des promises de la lance. Ensuite, elles peuvent combattre aux côtés des hommes. » Perrine en resta bouche bée et Elias ricana de sa stupéfaction. Le trouble et le dégoût faisant trembler sa voix, Raon continua son récit. Toutes ces malheureuses étaient mortes, à part une seule, qui agonisait. Elle rampa vers les roulottes, sachant de toute évidence à qui elles appartenaient. La haine lui faisant presque oublier la douleur, elle entendait transmettre avant de mourir un message si important qu'il était bon pour n'importe quelles oreilles, y compris les nôtres. Nos hommes remontèrent la piste sanglante laissée par la malheureuse. Ils ne trouvèrent que des cadavres, entourés de 3 fois plus de Trollocs taillés en pièces. Sa pipe manquant lui échapper de la bouche, Elias se redressa vivement. 30 lieues à l'intérieur du désert ? C'est impossible ! Dievik-Char, voilà le nom que les Trollocs donnent à ce désert. La terre moribonde. Ils ne s'y enfonceraient pas ainsi même si tous les Myrddraal de la flétrissure les y poussaient. Elias, dit Perrine, vous en savez décidément très long au sujet des Trollocs. Raon, raconte la suite de ton histoire, éluda l'ermite. À voir les trophées que les Eyels transportaient avec elles, il était évident qu'elles revenaient de la flétrissure. Les Trollocs les avaient suivis. En étudiant les traces, nos frères virent que très peu de monstres étaient repartis après avoir massacré les guerrières. Quant à la survivante, elle ne se laissa toucher par personne, même pour faire soigner ses blessures. Mais elle saisit les pans de la veste du chercheur de ce clan, et voici ce qu'elle lui dit mot pour mot. « Égaré, le destructeur des feuilles veut aveugler l'œil du monde. Il veut tuer le grand serpent, celui qui brûle les yeux approche. Égaré, dites au peuple de se préparer à la venue de celui qui se montre avec l'aube. Dites-lui. » Elle est morte sur ces derniers mots. Perrine, le destructeur des feuilles et celui qui brûle les yeux sont les noms que les Eyels donnent aux ténébreux. À part ça, je ne comprends pas un mot de cette tirade. Pourtant, la guerrière l'estimait assez importante pour approcher d'hommes et de femmes qu'elle méprisait. Mais à qui s'adressent ces mots ? Entre nous, nous nous surnommons le peuple. Mais je doute que ce soit aux Zingari qu'elle ait fait allusion. Les Eyels ? Ils ne nous écouteront jamais. De plus, elle nous appelait les Égarés, le nom que nous donnons à ceux qui se détournent de nous. Je n'aurais jamais cru que les Eyels nous méprisaient à ce point. Hila posa son tricot et caressa la tête de son mari pour le consoler. Ces guerriers ont appris quelque chose dans la flétrissure, avança Elias. Mais rien de tout ça n'a de sens. Tuer le grand serpent, c'est-à-dire le temps lui-même. Aveugler l'œil du monde, autant vouloir affamer un rocher. Mais la guerrière délirait peut-être, mon ami. Blessée à mort, elle avait sans doute perdu tout contact avec la réalité. Au fond, elle ignorait peut-être qu'elle s'adressait à des Tuatharan.
Elle savait ce qu'elle disait, et à qui elle le disait. Quelque chose qui comptait plus à ses yeux que sa propre vie. Et nous n'y comprenons rien. Quand je t'ai vu entrer dans notre camp, Elias, j'ai cru pouvoir trouver la réponse, puisque tu étais... Sur un geste de l'ermite, Rahan s'interrompit, puis dit autre chose que ce qu'il avait en tête à l'origine. « Eh bien, parce que tu es un ami qui en sait long sur bien des mystères. »« Mais pas de celui-là !» déclara Elias sur un ton sans appel qui mit un terme à la conversation. Autour du feu de camp, un lourd silence tomba. Heureusement, les échos de la musique et des rires allégeaient un peu l'atmosphère. Adossé à une souche près du feu, Perrine tenta de déchiffrer l'ultime message de la guerrière. Bien entendu, il n'y parvint pas davantage que Rahan ou Elias. L'œil du monde avait figuré dans ses cauchemars, et plus d'une fois. Mais il ne voulait plus penser à ses mauvais rêves. Restait Elias. Une énigme qui pouvait être résolue, celle-là. Qu'avait voulu dire Rahan, et pourquoi l'homme au loup l'en avait-il empêché? Même en cherchant bien, Perrine n'en avait pas la première idée. Il était en train de réfléchir aux Aïels, des jeunes filles capables de s'aventurer dans la flétrissure là où seuls les champions osaient aller, puis de tailler en pièces des Trollocs. Quand il entendit Egwene revenir, en chantonnant. Se relevant, Perrine alla l'accueillir à la lisière du cercle de lumière. Elle s'arrêta, le regardant bizarrement, la tête inclinée. « Tu t'es absenté un long moment. »« C'était bien au moins ?»« Nous avons dîné avec sa mère, puis il m'a emmené danser. Et rire aussi. On dirait que je n'avais plus dansé depuis une éternité. » Il me rappelle Will Alcine. Mais tu as toujours eu assez de jugeote pour ne pas te laisser embobiner par ce type. Aram est un gentil garçon et j'aime être avec lui parce qu'il me fait rire. Désolé de jouer les rabat-joie. Je suis content que tu te sois amusé. Sans crier gare, Egwene se jeta dans les bras de Perrine et éclata en sanglots contre sa poitrine. Se sentant terriblement pâteau, il tapota la tête de la jeune fille. Rand saurait que faire. Rand s'en sortait toujours très bien avec les filles. Pas comme lui qui ne savait jamais que dire ni comment se comporter. Je me suis excusé, Egwene. Vraiment, je suis content que tu te sois amusé. Dis-moi qu'ils sont vivants. Pardon? Egwene s'écarta de son ami, lui prit les bras et chercha son regard dans l'obscurité. Rand et Matt, les autres aussi. Dis-moi qu'ils s'en sont tirés. Perrine prit une profonde inspiration et regarda autour de lui, mal à l'aise. Bien sûr qu'ils s'en sont tirés. Bien. Egwene s'essuya les joues du bout des doigts. Et c'est ce que je voulais entendre. Bonne nuit, Perrine. Dors bien. La jeune fille se dressa sur la pointe des pieds, posa un baiser sur la joue de son ami et s'enfuit avant qu'il ait le temps de dire « ouf ». Ila se leva et elles entrèrent ensemble dans la roulotte, conversant comme deux vieilles amies. Rand y comprendrait peut-être quelque chose, mais moi je suis largué. Dans le lointain, les loups hurlèrent pour saluer l'apparition de la nouvelle lune. Demain, il serait temps de s'inquiéter des étranges compagnons d'Elias. Oui, demain. Mais Perrine se trompait, car les prédateurs l'attendaient dans ses rêves.